Très bien. Alors, d'abord, merci beaucoup à Valère Ndior. Félicitations à lui d'avoir mené ce cycle très impressionnant sur le numérique dans tous ses droits. Merci beaucoup à lui de m'avoir confié le rôle du type qui passe à la fin et que plus personne n'a envie d'entendre et qui doit résumer 40 heures de discussion en Toute moins la de salle 15 est là. minutes. Toute la salle est là. Personne n'est parti. Bon, pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, alors j'ai plutôt opté lâchement pour la formule libre propos parce qu'il me semblait difficile d'opérer une synthèse de toutes ces heures de discussion en un aussi court laps de temps. Alors, je suis parti de l'expression le numérique dans tous ses droits et j'ai essayé de l'interpréter à ma façon. Je me suis dit finalement quels sont ces différents états du droit du numérique et quels sont ces différents droits du numérique auxquels tu fais allusion, Valère, quand tu baptises ce cycle. Et voici une interprétation dont je ne sais pas si elle vous convaincra, une petite cosmogonie du droit du numérique, comment il naît, comment il évolue, peut-être pas comment il meurt, mais en tout cas, voici comment il apparaît dans mon esprit. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Au commencement, n'était pas le chaos, pas du tout. Au commencement, était le droit commun. Et ça me paraît important de le rappeler, c'est que l'objet technique numérique ne va jamais arriver dans le vide, contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias ou dans la bouche du personnel politique, vide juridique, Far West, terra incognita, pas du tout. Vous, public choisi, public d'élite, vous savez que ça n'est pas exact et que l'objet technique apparaît sur une toile de fond qui comprend le droit commun et les concepts habituels du droit privé, du droit public, que j'ai matérialisé ici avec un souci, vous voyez, d'équité par ces deux illustrations. Le droit du numérique, le premier droit du numérique, c'est donc d'abord le droit commun, et je trouvais important de le rappeler. S'exprimer sur Facebook, c'est faire un usage de la liberté d'expression publique telle qu'on la connaissait d'ores et déjà avant les réseaux sociaux. Signer un contrat électronique, c'est passer un contrat. Prendre une décision à l'aide d'un traitement algorithmique lorsqu'on fait partie de l'administration, c'est prendre une décision administrative. On ne part pas de rien. Le premier temps, c'est donc le droit commun. Deuxième temps, apparaît l'objet technique et il véhicule, on le sait au moins depuis la lecture de Lawrence Lessig, il véhicule avec lui des normes. Il embarque ses propres valeurs, il embarque ses propres choix de société dans ce que Lessig a qualifié d'une formule plaisante, le West Coast Code par opposition au East Coast Code, qui est le code de Washington, le code juridique, dont le West Coast Code, celui de la Silicon Valley, c'est le code informatique qui pose ses propres règles et sur lequel on va déverser ce que je pourrais qualifier de nappage ou de glaçage, choisissez la métaphore pâtissière qui a votre préférence, sous forme de conditions générales d'utilisation qui vont essayer d'opérer une interface avec le système juridique, mais qui conserve, protège les choix techniques embarqués dans l'objet juridique. Quand vous êtes un rédacteur de conditions générales de chez Facebook ou de chez Twitter, votre mission, c'est de consacrer l'état de la technique, c'est de consacrer les choix qui ont été faits par les ingénieurs, par les architectes des systèmes informatiques et de leur donner une traduction juridique la plus fidèle possible. À ce moment-là, les règles qui sont applicables, ce sont des règles d'origine privée et qui ont une prétention peut-être maximale au rayonnement universel, au rayonnement mondial. Je m'étais amusé il y a quelques années à comparer les différentes conditions générales d'utilisation de Twitter à travers le monde et je m'étais aperçu qu'à ce moment-là, il s'agissait de traductions serviles à la virgule près, simplement à chaque fois dans la langue nationale, mais c'était exactement les mêmes conditions d'utilisation aux États-Unis et en France, par exemple, qui donnaient des surprises avec l'utilisation du mot juridiction dans un sens qui correspondait à l'anglais jurisdiction et qui n'avait rien à voir avec la juridiction comme on l'entend en France. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'une espèce de lex electronica mondiale se déploie sous la forme de conditions d'utilisation. C'est donc ça le deuxième temps du droit du numérique. C'est un droit d'origine privée qui cherche à protéger et à justifier les choix du West Coast Code, de la norme informatique. Le troisième temps, me semble-t-il, c'est celui de la réaction du système juridique classique. Donc, il y a une toile de fond, comme décrite, qui est celle du droit commun.
arrive l'objet technique avec ses choix qui peuvent être en partie ou plus radicalement incompatibles avec les valeurs qui ont été consacrées par le système juridique. Si vous vous intéressez un peu à l'écosystème des startups, par exemple dans le domaine de la fintech ou dans d'autres domaines relatifs aux droits des données personnelles, vous apercevez qu'il y a des concepts entrepreneuriaux qui sont frontalement illégaux et qu'il peut y avoir une réaction épidermique du système juridique à l'objet technique parce qu'il n'est tout simplement pas du tout possible légalement de déployer l'invention numérique. Souvent, la contrariété n'est que partielle, ou il va simplement falloir procéder à des petits alignements ou à des évolutions du droit commun, mais on va quand même s'apercevoir rapidement qu'une plateforme n'est pas un média traditionnel, que Mark Zuckerberg n'est pas le rédacteur en chef de Facebook, qu'il n'occupe pas cette fonction, qu'un contrat que l'on souhaite signer électroniquement, on ne peut pas le signer par les mêmes procédures que par le papier, que pour remplir les finalités d'un contrat papier, il va y avoir des ajustements à faire dans le système juridique, que lorsqu'une administration fait prendre des décisions, non pas par des centaines de fonctionnaires humains, mais par un traitement algorithmique qui va répliquer le même processus cognitif des millions de fois, ça n'a pas tout à fait les mêmes effets. Donc le système juridique est obligé de réagir. Il peut réagir avec faveur, d'où cette magnifique colombe. Il peut réagir avec faveur, comme c'est le cas avec la fameuse section 230 du Communication Decency Act, qui, me semble-t-il, on en avait parlé Valère, est une forme d'immunité, une forme de faveur qui est conférée aux plateformes pour les laisser fleurir, pour les laisser se développer. Les pouvoirs publics peuvent même être sensibles à un discours au-delà de la bienveillance, à un discours du sens de l'histoire. C'est très classique que de laisser s'épanouir les chartes, l'éthique, au prétexte qu'il faut laisser l'écosystème évoluer, grandir. De toute façon, et là j'utilise des formules que je lis en permanence, le big data se fera avec ou sans le système juridique, la blockchain, on n'y échappera pas, la reconnaissance faciale, si vous êtes contre, c'est que vous êtes rétrograde, et donc des bacs à sable réglementaires, des expérimentations, des facilitations. Ça, c'est une première série de réactions que l'on rencontre selon les questions et selon les systèmes juridiques nationaux. Et puis, il y a l'attitude plutôt faucon qui consiste à dire « je vais lutter contre les choix embarqués dans l'objet technique, je vais les combattre, parfois très frontalement ». Ici, l'exemple de cette lutte contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ici, on part d'une situation technique initiale qui est qu'on n'embarque pas son identité complète civile avec soi quand on est sur Internet. Et c'est une situation technique qui ne convient pas à un certain nombre de personnels politiques qui vont chercher à la combattre et qui vont chercher à la renverser et à écraser la norme technique sous le talon de la norme juridique. Parfois, il s'agit plutôt d'accueillir, mais d'enserrer, de réguler. Je prends ici un exemple sur lequel j'ai pu travailler par le passé, qui est celui du financement participatif, où on a commencé par avoir un choc frontal entre ces nouvelles figures comme Kickstarter ou Ulule avec les figures traditionnelles du droit des affaires qui étaient la banque ou les figures des marchés financiers comme les prestataires de services d'investissement. On s'est aperçu que le financement participatif, c'était bien d'en faire, donc on lui a ouvert les portes, mais moyennant des statuts qui l'enserrent, qui le régulent quand même de manière assez nette et qui ne le laissent pas prospérer n'importe comment. Bon. Le troisième temps est donc celui de la dispersion. Après l'espèce d'unité qui pouvait résulter des conditions générales d'utilisation à rayonnement mondial, on voit les États, les cultures juridiques partir dans toutes les directions et nécessairement, c'est le temps du fractionnement. Ensuite, et j'adopte ici, c'est un parti pris que j'assume, la vision d'un citoyen européen et d'un juriste européen, se pose la question d'un retour éventuel à l'harmonie sous l'égide de l'Europe. On va vite s'apercevoir à l'échelon européen que le fractionnement entre législations nationales est nuisible, et on connaît alors le schéma classique qui consiste à afficher deux objectifs simultanément, à savoir la protection des utilisateurs de technologies numériques et la libre circulation au sein du marché unique. Et à ce double prétexte, on va essayer d'harmoniser. On aura d'ailleurs tendance parfois, me semble-t-il, dans le modèle européen, à faire croire que ces deux objectifs tirent exactement dans le même sens, alors que la réalité, c'est que ça n'est pas toujours le cas et que parfois, mieux protéger les utilisateurs, ça n'est pas toujours facilement compatible avec une logique totalement pro-business de libre circulation. J'en veux pour preuve les années de négociations qu'il a fallu pour aboutir au RGPD, qui montrent bien qu'il y avait des blocs qui s'affrontaient et que la solution n'allait pas de soi.
avec la formule que j'appellerais formule RGPD et DSA. On peut même formuler quelques remarques sur ce qui pourrait être un style européen de législation en matière numérique, au moins dans ces domaines-là, qui se caractérise selon moi par un haut niveau d'abstraction et de neutralité technologique qui sont supposés assurer une robustesse de cette législation sur le long terme. Corrélativement, une incertitude élevée sur les solutions concrètes à adopter sur le terrain, parce que vous êtes face à des textes très éthérés qui ne vous donnent pas la solution à votre problème pratique concret. Une confiance qui est néanmoins accordée aux acteurs de terrain, et ça peut sembler paradoxal, via les fameuses logiques de compliance et d'accountability, sous prétexte de laisser de la souplesse et de l'adaptabilité, on va faire une confiance très forte aux acteurs de terrain qui confine parfois à une forme de naïveté, il faut bien le dire. On insiste dans ces corps de régulation beaucoup sur les processus, davantage peut-être que sur les résultats. Ce qui compte, c'est de motiver, c'est d'être transparent, c'est de procéder à des audits, c'est de procéder à des autodiagnostics. On va tout de même placer ça sous la tutelle d'autorités de contrôle. Et en France, on commence à connaître le modèle. Une autorité administrative indépendante, la CNIL, le CSA qui va se muer en ARCOM, avec pour effet, je le relève, et n'y voyez pas une agression, chers amis publicistes, avec pour effet un basculement de plus en plus net de la matière numérique dans le giron du juge administratif. Via ces autorités administratives indépendantes, le droit des données personnelles est devenu un droit très largement administratif et ça va être le cas aussi de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux via l'ARCOM, me semble-t-il. Dernière remarque sur les caractéristiques de ce modèle GDPR DSA, c'est que le processus, je crois que c'était dit ce matin par Lucas Rasmasson, le processus de mise en place de cette régulation est extrêmement lent. Il va falloir des années pour que le RGPD prenne vie via des contrôles de la CNIL, que ces contrôles de la CNIL donnent lieu à des décisions de sanction, que cette décision de sanction puisse ensuite être portée devant le Conseil d'État qui ne sera pas toujours aligné avec la CNIL et que le Conseil d'État s'aperçoive, chemin faisant, qu'il doit poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Il peut donc s'écouler 5 ans, 6 ans, 7 ans avant que des questions élémentaires trouvent des réponses. J'ajoute encore que le consensus européen est toujours fragile. En matière de RGPD, on a vu que l'Irlande constituait ce qu'on appellerait en informatique le single point of failure, c'est-à-dire le point unique de défaillance qui met le système par terre. Le Data Protection Commissioner irlandais a rendu le RGPD ridiculement inefficace face à toutes les grandes sociétés européennes du numérique et à lui seul, ce DPC, il est en train de faire de notre système européen, qui était un beau système, partiellement un échec. En matière de régulation des contenus, vous voyez qu'il y a des logiques de cavalier seul qui sont actuellement très puissantes, avec l'Allemagne et la France notamment, qui ne souhaitent pas attendre que la régulation européenne avance et qui risquent d'affaiblir la crédibilité européenne dans ces matières. Et aujourd'hui, il y a une décision du Conseil d'État qui est attendue, qui faisait l'objet du rapport public au moment où nous tenions ce colloque. Je ne peux pas ne pas y faire allusion en matière de rétention des données de communication. Vous savez qu'il y a des appels lancés par les États à ne pas appliquer la jurisprudence de la CJUE et le gouvernement français a fait plaider aujourd'hui qu'il ne fallait pas appliquer des arrêts très clairs de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc le consensus européen a supposé qu'il finisse par se constituer. Il reste toujours éminemment fragile. Néanmoins, on peut espérer que finisse par se constituer sur toutes ces questions un véritable modèle européen. La question devient alors, pour le 5e temps, ce modèle européen va-t-il essaimer, va-t-il réussir à obtenir une audience mondiale? Et on peut se dire que pendant un temps, ça n'est pas nécessaire que les différentes régions du monde s'alignent. On peut se dire que des modèles différents peuvent cohabiter harmonieusement. On en a connu des exemples. Ça a été dit ce matin, il peut y avoir des suppressions de contenus haineux territorialisé. Vous pouvez avoir un contenu qui n'est plus visible si vous vous connectez depuis les États-Unis, alors qu'il est encore visible depuis un pays d'Amérique du Sud. C'est envisageable. Mais vous comprenez que c'est compliqué d'avoir un réseau social mondial qui est censé interconnecter les participants avec des contenus qui sont à éclipse, qui peuvent être vus par certains utilisateurs et pas par d'autres. On a également remarqué en matière de droit au déréférencement sur des moteurs de recherche que la CNIL avait tenté de donner un rayonnement mondial au déréférencement européen et qu'elle n'y était pas parvenue. Donc on peut imaginer une forme de balkanisation d'Internet et une forme de fragmentation. Il y a d'ailleurs des États
qui font de cette balkanisation, de cette fragmentation d'Internet, une véritable politique ouverte, la Chine, l'Iran, la Russie notamment. Il reste que, au bout d'un moment, entre les pays qui jouent le jeu de la mondialisation et des relations internationales, des tensions vont se faire jour en faveur d'une forme d'harmonie, pas forcément complète, mais au moins d'une harmonie partielle entre les niveaux de protection. Et l'affaire du Privacy Shield le montre, me semble-t-il, quand vous avez des parties du monde qui appliquent des logiques très différentes de protection en matière de données personnelles, dans une matière où tout est fluide, tout circule, tout est rapide, cela crée forcément des déséquilibres et cela crée forcément des tensions. Alors, quel est le modèle qui va l'emporter? Parce que dans cette tectonique des plaques, on peut imaginer que le modèle plus libéral, ici ce serait le modèle américain, ou que le modèle européen l'emporte. On a toujours tendance à penser que l'Europe est le petit pousset, que tout le monde se moque d'elle et se fiche bien de ce qu'elle pense. Mais je suis en train de lire, vous l'avez peut-être vu passer, ce livre d'Anu Bradford, Brussels Effect, qui est très intéressant et qui a pour thèse principale que l'Europe est une puissance en matière de régulation mondiale. L'Europe, en quelque sorte, fait du judo, c'est-à-dire qu'elle utilise la force de l'économie capitaliste mondialisée contre elle, dans la mesure où les grandes entreprises veulent faire des économies d'échelle, elles veulent avoir des processus qui soient les mêmes autant que possible à l'échelle mondiale. Comme elles veulent accéder à ce marché européen qui est un des plus grands et des plus lucratifs marchés du monde, elles vont aligner leurs produits et services sur les standards de qualité européens et par contre-coup, elles vont appliquer également ces standards dans le reste du monde. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais c'est la thèse d'Anu Bradford et elle plaide pour une relative efficacité du soft power européen en matière de régulation européenne. À voir si cela aura pour effet, au moins partiel dans certains domaines, une convergence en matière de droit du numérique ou de certains pans du droit du numérique. Et puis, est-ce qu'il y aura un sixième temps? Ce sixième temps, ce serait la stabilité. Le droit du numérique serait devenu harmonieux à l'échelle mondiale et il n'aurait plus besoin de bouger. Ma réponse ici est clairement négative. On n'atteindra jamais la stabilité puisque le système qui vient d'être décrit ne sera jamais à l'équilibre. Il y aura des tensions politiques intra-européennes, mondiales et des progrès technologiques nouveaux qui viendront constamment relancer le cycle que j'ai décrit. Le château de sable sera toujours dévoré par les vagues avant d'avoir été achevé. Et j'en termine avec cette métaphore d'école primaire. Mais vous pouvez reprendre le cycle que j'ai décrit du début. En quelque sorte, le droit qui était un jour un droit spécifique du numérique aura été absorbé et sera devenu le droit commun. Et arrivera alors un nouveau progrès technique, un nouvel équilibre politique qui aboutira à ce qu'à nouveau le droit change. Et ceci pour l'éternité à venir. En tout cas, c'est ainsi que je vois les choses. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces très belles conclusions qui sont véritablement. Tu dis que tu n'as pas fait la synthèse des débats, mais en réalité, si, tu as fait la synthèse des débats qui ont été menés sur les dernières semaines et puis tout au long de cette journée. Et puis j'ai envie de dire que ça nous donne à réfléchir pour les années à venir, que nous soyons juristes, économistes, sociologues ou spécialistes des sciences de la communication. Donc merci beaucoup de t'être livré à cet exercice. Martin Huguin me signale que Zuckerberg n'était pas apparu suffisamment souvent, mais je pense que tu as largement compensé. J'ai un peu triché avec mes photos de profil, ouais. Ça compte, non? Oui, voilà, on a vu toutes les photos d'Emmanuel Zuckerberg, de Mark Zuckerberg donc, tout au long de la journée. Donc merci beaucoup pour ces conclusions. Merci à l'ensemble des intervenants qui sont encore dans la salle. Je tiens à le signaler, même si vous ne les voyez pas, la salle est remplie de personnes qui ont écouté et qui sont restées toute la journée. Donc merci à ceux qui étaient à Brest, à ceux qui nous ont suivis à distance, aux collègues qui malheureusement ont dû nous quitter un peu plus tôt dans la journée parce qu'ils avaient des contraintes personnelles ou professionnelles. Donc, je pense que ces réflexions ont été particulièrement enrichissantes et éclairantes et que même sans être tous et toutes spécialistes du numérique, ça nous a amené à réfléchir sur un certain nombre d'institutions, de mécanismes que nous étudions au quotidien. Et donc, espérons que ce n'est, comme je disais ce matin, qu'une étape dans la réflexion que nous pourrons mener à d'autres
contextes et dans d'autres instances. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées au cours de la journée. Hein. Les personnes qui étaient là le matin et qui ont dû partir un peu plus tôt. Et voilà, c'était vraiment très agréable de bénéficier de vos commentaires, de vos questions et parfois même de vos blagues, parce qu'il y a eu beaucoup de blagues et de jeux de mots qui sont passés dans la semaine de discussion, essentiellement initiés par Emmanuel, il me semble. Et donc voilà. Et en contre, je remercie évidemment le laboratoire de l'ADLEX, Dorothée Guérin d'avoir soutenu cette démarche, Séverine qui s'est beaucoup investie dans la préparation de l'événement. Et donc voilà, je pense qu'on va pouvoir déconnecter dans tous les sens du terme. Voilà. Valérie, à toi, voilà, merci à toi. Merci à toi. Merci. Et je vous dis au revoir pour Maximin, Lucas, Michel, qui est resté connecté toute la journée, Tanguy, et puis toutes les personnes qui sont encore là, qui nous ont écoutés. Merci infiniment et bonne fin de journée.